la première question, ce sera donc pour Secafi. Quels sont les avantages concurrentiels d'Orange sur le marché entreprise par rapport à de simples opérateurs ou d'une ESN? Eh ben, c'est une bonne question pour démarrer et à laquelle je suis certain que toute l'équipe autour d'Aliette Mounier-Lompré serait ravie de pouvoir apporter des réponses certaines. Non, mais il y a quand même quelques points qu'on peut signaler. Euh, Marc vient de l'évoquer, le premier. Euh, Ancien opérateur public, ancienne administration publique des télécoms même. Orange a quand même, elle en a fait sa raison d'être et c'est pas totalement par hasard, l'avantage de pouvoir prétendre légitimement à cette qualification de tiers de confiance. Et c'est pas forcément la qualification à laquelle on pense spontanément quand on réfléchit aux autres ESN. Je ne parle même pas des GAFAM américains, des Amazon, des IBM, etc., et des Facebook, mais ne serait-ce que par rapport à un Soprasteria, un Capgemini, ou à les quelques autres qui ont... Il y a beaucoup d'Indiens en ce moment qui arrivent. La marque Orange est quelque chose qui est un facteur rassurant pour les entreprises, au-delà du cocorico ou d'un nationalisme mal placé. Il y a une habitude de confiance, de travail ensemble, et qui fait que par rapport à tous les autres compétiteurs qui aujourd'hui arriveraient en disant mais rassurez-vous, moi je peux vous faire des propositions de déploiement d'activités, réseau tout intégré en cloud, etc., etc. Eh ben, quand vous proposez quelque chose, si vous êtes à peu près compétitif en prix, la différence qualitative, elle apparaît assez nettement. Deuxième avantage peut-être également, c'est que par rapport à toutes les autres ESN, parfois assez anciennes, mais créées de manière assez centralisée, vous avez une histoire qui est une histoire décentralisée. Et vous avez en particulier une habitude de présence sur l'ensemble du territoire auprès des PME, ce qui est pas forcément le point fort des ESN. Vous serez en compétition permanente avec elles, avec les autres sur les grands comptes, sur ceux que vous connaissez déjà, toutes les grandes banques, tous les grands industriels. Vous êtes tous chez Renault, vous êtes tous dans le monde du luxe, vous êtes tous chez Carrefour. Mais par contre, aller s'adresser avec une proposition télécom et data valable à des PME de 300, 500 personnes, pour les autres, c'est un marché difficile à accéder et pour vous, il l'est beaucoup plus. Encore une fois, à condition de parler le même langage, d'être convaincant et d'avoir des niveaux de prix relativement compétitifs. Je dirais il y a peut-être un troisième avantage qu'on peut citer ici dans un positionnement concurrentiel. Je vais paraphraser Aliette Mounier-Lompré dans les réunions de la semaine dernière. Il ne faut pas chercher à devenir Capgemini et à être une ESN au milieu de toutes les autres ESN. Vous avez un passé et vous avez des expertises qui vous donne la chance d'avoir un positionnement un peu plus spécialisé et un peu différent. Il y a des niches sur lesquelles vous avez toute votre place et d'autres sur lesquelles ça sera plus compliqué. Mais parmi les niches sur lesquelles vous avez votre place, il y a dans le domaine du transport des choses où, avec l'Internet des objets, toute l'informatique embarquée dans les véhicules, et dans le suivi du colisage et toutes ces choses-là, vous avez une légitimité évidente, probablement supérieure à d'autres marchés, et vous êtes probablement déjà pas très loin de la taille critique pour satisfaire des ambitions de prise de marché importantes. Sur la cybersécurité, ça a été une décision relativement continue depuis 10 ans que de procéder à des acquisitions, à de la croissance externe pour vous renforcer. Et aujourd'hui, vous n'êtes pas à l'abri de grosses opérations de concentration entre différents compétiteurs, mais vous n'êtes pas ridicule. Avec la presse disait ce matin 2800 ingénieurs cyber aujourd'hui, vous êtes au bon niveau pour occuper votre place sur le terrain, à condition de continuer à croître et à pas vous laisser doubler par les autres.
qui évidemment ont tous les yeux qui pétillent en regardant ce marché. Sur un autre segment sur lequel Orange aimerait bien vous emmener, c'est celui de la santé. Vous aviez tenté il y a quelques années avec Enovacom, ça s'est arrêté, c'est devenu petit, ça recommence aujourd'hui à progresser. De manière évidente, c'est une place qui est lorgnée là aussi par IBM, par Google et par beaucoup d'autres. Mais votre positionnement d'acteur de confiance vous donne cette légitimité à être l'opérateur à l'interface entre les médecins, les hôpitaux, la sécurité sociale, les caisses de mutuelles et tout le système de santé plus largement. Et ça, c'est quelque chose sur lequel vous êtes probablement encore un peu sous critique et sur lequel vous aurez besoin de faire des opérations de croissance externe pour atteindre la place à laquelle vous prétendez, si bien que à la question est-ce que vous avez des avantages concurrentiels? Oui, vous avez du marché, vous avez des expertises, vous avez une réputation. Ça ne veut pas dire que c'est facile et que le marché vous ouvre les bras. Merci Nicolas. Alors, une autre question qui sera pour Technologia, Clémentine ou Marc. Créer de nouveaux blocs managériaux qui incluent tout le marché en français et international aura-t-il le même impact à SE qu'à Orange SA? Alors, si je comprends bien la question, en fait, là, ce qu'on voit déjà entre SCE et OBSSA, ce qu'on cherche à faire, c'est rendre cohérent l'organisation et lui donner une structure classique d'entreprise avec sa fonction vente et ses grandes directions d'appui. Donc ça, déjà, c'est ce qu'on vient de voir là sur l'expertise qu'on a menée sur SCE, SA. Ce qu'il faut voir, c'est ce qui se passe à côté. Dans Orange SA, il y a la direction entreprise France. Il se trouve qu'elle vient de se réorganiser, enfin, en tout cas que la réorganisation sera effective au 1er janvier aussi, je crois, et il se trouve qu'on a fait l'expertise, donc on connaît un peu l'intérieur. L'organisation qui est proposée sur la direction entreprise France, à l'arrivée, le dessin d'organisation, le design d'organisation, c'est le même. C'est-à-dire qu'on a les account managers, les business managers et une grande direction d'appui, la direction service, pilotée par le patron de M. Bénézek à la direction entreprise France. Donc, finalement, c'est le même design d'organisation qu'on applique partout où on fait du B2B, où on fait du marché entreprise dans le groupe. Il y aura le même design d'organisation chez OBS et en face à la direction entreprise France. Ça n'a pas été présenté aux élus d'un seul tenant, mais en fait, on fait la même chose des deux côtés. Donc, on va, si je comprends bien la question de nouveaux blocs managériaux, ce que moi j'appelle ça le dessin d'organisation, le design d'organisation, sera le même côté DEF et côté OBS. Merci Clémentine. Une question désormais pour Stécaphine. Nicolas, centraliser une seule DSI dans une même direction permettra-t-il d'avoir une meilleure expérience utilisateur à OBS? Là aussi, vaste programme. Alors, qu'est-ce que je peux dire? Centraliser la DSI n'a aucune incidence directe sur l'expérience utilisateur. C'est pourquoi est-ce qu'on centralise cette DSI et qu'est-ce qu'on lui demande de faire une fois qu'elle est centralisée. Alors, en l'occurrence, dans le projet, il y a un petit nombre de mots-clés qui sont sortis au fur et à mesure qu'on creusait les investigations. La première, c'est que cette centralisation de la DSI, elle s'organise autour de quelque chose qui sera mis en place début d'année prochaine, qui a été appelé une Design Authority. C'est-à-dire que tout l'enjeu de ce regroupement est d'avoir, je vais employer un mot différent, une chaîne de commandement plus forte, capable de produire les arbitrages sur les applications qui devront être maintenues et développées et les applications qui devront être arrêtées. Et ça, c'est quelque chose qui a été signalé tout à l'heure par Marc et Clémentine. L'héritage, Aliette Mounier-Lompré l'a appelé la dette technique d'OBS. L'héritage d'années d'empilement d'applications sans faire l'effort régulier de trier parmi celles-ci celles qui sont
plus utilisés de celles qui le sont moins, fait qu'aujourd'hui, il y a pas loin de 300 applications qui sont quotidiennement utilisées par chacun d'entre vous. Et 300 applications, c'est un cauchemar à maintenir, parfois pour des utilisations de quelques personnes, mais ça peut être quelques personnes avec un enjeu de chiffre d'affaires important. Donc, c'est là où il y a besoin d'une prudence et d'une attention dans la décision d'en choisir parmi plusieurs qui font la même chose, une seule qui sera généralisée, ou bien d'en garder plusieurs si elles correspondent à un besoin. Donc, ça, c'est vraiment le sujet de rationalisation et redéploiement des personnes qui sont aujourd'hui occupées à maintenir ces centaines d'applications sur ce qui était posé dans ta question, Sandrine, c'est-à-dire est-ce qu'on va avoir une meilleure expérience utilisateur? Et c'est vraiment le deuxième objectif que s'assigne cette future direction des services, c'est de dire on veut faire rêver nos clients avec les offres qu'on va proposer. Et le meilleur moyen de faire rêver nos clients, c'est que nos collaborateurs soient les premiers promoteurs des offres qu'on va vendre à nos clients. Il faut qu'eux-mêmes aient les meilleurs outils, les meilleurs systèmes pour qu'ils en parlent en bien à nos clients. Donc, c'est là où il y a un enjeu d'équilibre fin à trouver entre quelque chose d'un peu autoritaire, une chaîne de commandement qui va arrêter le plus rapidement possible un certain nombre de choses, et en même temps, dans le souci d'avoir une meilleure expérience utilisateur, la capacité pour cette autorité qui prendra des décisions à écouter les 500 autres personnes qui sont dans la DSI qui pourront dire oui, mais si on a ça, c'est parce qu'il y avait une raison et il y a une utilité qu'on ne peut pas couper sans avoir créé quelque chose d'autre à la place. Donc il y a un équilibre un peu compliqué à trouver et qui viendra en plus un peu tard parce que le patron de la future DSI, il sera nommé qu'en avril et le temps qu'il prenne ses fonctions, ça veut dire que même s'il y a des préétudes qui sont faites, il ne se passera pas grand-chose avant l'été prochain. C'est un des points d'attention dans la conduite de ce projet. Merci. Alors, le temps passe très vite. Une dernière question pour Marc. Nombreux salariés s'interrogent de savoir si le télétravail a un impact sur la culture d'entreprise. Peux-tu nous en dire quelques mots? Ça va être un sujet extrêmement important puisque, on le sait, le télétravail a soulevé beaucoup de débats. Lorsqu'on interroge les salariés et qu'on leur pose cette question justement sur le télétravail, il y en a beaucoup qui sont très favorables parce que ça règle beaucoup de problèmes, surtout quand on travaille en région parisienne. Mais là, comme vous le voyez, le projet, il va se mettre en place avec une condition fondamentale qui sera celle de réussir à remettre en place des organisations beaucoup plus participatives avec un management qui va faire travailler tout le monde ensemble. Or, le télétravail, pour ça, c'est pas si simple que ça. Ça crée finalement parfois des positions beaucoup plus individuelles. Et donc, pour le management, ça risque d'être une composante complémentaire pour accompagner une composante complémentaire et une difficulté complémentaire pour accompagner ce projet. On le sait aujourd'hui qu'une des remarques que l'on a, c'est que il y a des silos, il y a des managements assez descendants, et on va demander à tout le monde de travailler ensemble. Et travailler ensemble, ça veut dire partager des objectifs communs, mais également de pouvoir construire de nouvelles solutions en tenant compte, comme le disait d'ailleurs Nicole à l'instant même, des différentes contraintes et des options qui ont été retenues d'un point de vue très opérationnel. Or, il faut que tout le monde puisse exprimer ça pour qu'à un moment donné, lorsque la solution va émerger, tout le monde se dise « mais ça prend en compte la vision que j'ai du travail que je fournis et ça prend en compte mes contraintes opérationnelles ». Or, tout ça doit se faire éventuellement dans des groupes, des compositions qui seront à la fois en présentiel, en distanciel, et donc cet équilibre risque d'être assez complexe à mettre en place. Donc oui, aujourd'hui, la question du télétravail, c'est un vrai sujet, mais attention, dans des périodes comme ça, à la fois, on sait pertinemment que ça aide sur des questions en particulier de transport, qui est un des sujets majeurs qui ont permis d'améliorer des grands équilibres vie privée ou professionnelle, mais tout le monde le sait, premièrement, ça peut poser des problèmes sur des questions de collectif, même si on voit aujourd'hui que les technologies
s'améliore à vitesse grand V et recrée un peu plus de proximité. Bon, on a un peu moins de communication non verbale. Et puis surtout, il y a un truc qui est très important, c'est que les idées, elles émergent parce qu'on se croise, parce qu'on rencontre des gens qui sont dans un autre domaine et qui vous parlent d'une solution où tout d'un coup vous vous dites mais j'aurais pu l'appliquer à mon propre contexte. Et tout l'instant créatif, tout l'instant de l'innovation, de la solution, parfois le présentiel aide beaucoup. Donc cet équilibre sur le télétravail sera certainement quelque chose à chercher et à prendre en considération pour que cette construction très collective aboutisse. Et si je peux ajouter quelque chose, dans le terrain salarié, on a eu souvent cette remarque sur le fait que si vous étiez dans la difficulté aujourd'hui économiquement, c'est qu'il y avait eu voilà, une dynamique collective qui s'était finalement un petit peu ensablée avec toute la période qu'on a vécue, le Covid, etc. Ça n'avait pas aidé les choses, effectivement, de ne plus travailler qu'à distance. Merci. Merci infiniment à nos experts pour leur analyse. Et puis en conclusion, je repasse la parole à Gilles Procureur, secrétaire du CSE de SCE, pour le mot de la fin. Merci beaucoup Sandrine et merci beaucoup à nos experts. Je pense que vous vous en doutez, c'est pas si facile d'avoir ce genre de réorganisation à traiter en tant qu'élu. Donc, on a ce besoin de temps en temps de faire appel aux experts et je pense que on va écouter un peu leur conclusion. Vous comprenez bien que tout ce travail qui s'est fait sur une période de moins de 2 mois a été intense. Alors, c'est des heures de réunion, des centaines de questions à la direction. On remercie aussi parce que il y a eu beaucoup de questions et surtout beaucoup de réponses, ce qui n'est pas forcément une habitude chez Orange et qui est quand même à souligner parce que je pense qu'ils ont voulu mettre un peu les cartes sur la table. Alors la résolution finale du CSE, elle est elle est surtout rédigée en fonction d'une demande d'éléments qui vont venir dans le futur, parce que c'est important qu'on se rende compte qu'on est au début de quelque chose et qu'évidemment tout n'est pas encore cadré jusqu'à 2026, mais comme le rebond est programmé pour cet horizon, eh bien il y a encore pas mal d'étapes à passer et elles sont importantes. Donc la résolution du CSE regroupe tous ces documents ou toutes ces choses qu'il faut qu'on fasse avant. Il y a des choses qui sont urgentes, notamment quand on vous parle d'équipes qui sont en souffrance, ça c'est à faire tout de suite. Lorsqu'on a un plan stratégique qui doit apparaître à partir de février prochain, on sait que c'est en février, donc c'est à ce moment-là qu'on en aura besoin, mais on l'a listé aussi, parce que c'est important de savoir à quelle vitesse on va avancer, parce que c'est cette vitesse qui va nous permettre de rebondir dans les années qui sont prévues. Donc, les étapes importantes qui viennent maintenant et que je vous rappelle, parce que je pense qu'elles vont répondre à quelques-unes de vos questions, c'est qu'en janvier, personne ne change de poste. C'est les questions qu'on a eues dans les questions de salariés. Vous choisirez éventuellement de directeur, mais votre poste et les clients, si vous êtes commercial aujourd'hui, ce sont vos clients d'aujourd'hui. Rien ne change directement. Par contre, il y a des choses qui vont venir dans le futur, évidemment. Ce qui est important aussi dans les questions, j'en profite pour les broder rapidement, c'est nos questions sur le TPS, parce que vous êtes un certain nombre à vous être demandé si en 2023, on pouvait encore y souscrire. Alors, je vous rappelle que l'accord intergénérationnel est signé jusqu'au 31 décembre, que cet accord est donc valable que jusqu'à cette date, qu'il y avait une possibilité de l'étendre jusqu'à avril prochain, que la direction n'a pas activé. Ça s'arrête au 31 décembre. On n'a pas d'informations qui nous permettent de dire que l'année prochaine, il y aura de nouveau un TPS. Donc voilà, ça répond un peu aux questions. Dans les mois à venir, donc les choses importantes. Donc au 1er janvier, on met en œuvre cette réorganisation. Donc les grandes directions, la zone France, la DTSI, etc. La DSIT, pardon, parce que le placement du T est très important. Mais la stratégie d'OBS va être sortie en février. Alors pourquoi en février? Parce que la direction générale d'Orange a un plan stratégique pour l'ensemble d'Orange, et notamment le marché entreprise, et il sera révélé qu'à ce moment-là. Et donc, c'est notamment nos capacités d'investissement pour le futur, nos capacités d'embaucher plus de gens, etc. Donc, ce sera connu à ce moment-là. C'est aussi le moment qu'a choisi Aliette pour reparler des contraintes sociales, donc de savoir si
s'il y a des choses qui doivent se passer entre BSSA et Orange. C'était engagé à vous répondre parce que c'est une question que vous avez à toutes les réunions et que nous avons, nous portons évidemment en tant qu'élus pour vous aussi régulièrement. Mais donc, ça devrait être à ce moment-là, au moment où on a une vision sur le plan stratégique, qu'on reparlera des périmètres sociaux. Et dans le futur, eh bien, il y aura de nouveau une vision stratégique à partir de février et à partir de là, éventuellement d'autres réorganisations à l'intérieur de ces grands blocs, notamment la zone France, j'imagine, qui, une fois qu'elle sera mise en œuvre, aura peut-être besoin d'expliquer comment elle fait ses processus de priorisation ou d'aide. Et donc, d'autres dossiers qui vous seront présentés par vos élus, parce que je pense que c'est important de revenir vers vous régulièrement pour vous expliquer quel est notre travail. Voilà, je vous remercie beaucoup à tous. On a légèrement dépassé, mais on est presque à l'heure. Et donc, je vous rends la vie civile. Bonne journée. Au revoir.